terminons notre séance avec une réflexion sur les effets de ce contrôle citoyen et surtout la relation entre gouvernants et gouvernés qui s'instaure. On va s'intéresser dans cette dernière séance et donc dans cette conclusion de notre cours à la qualité de cette relation, au contenu de cette relation. On verra ensuite l'évolution des méthodes de contrôle citoyen et leur degré d'impact sur la responsabilisation des acteurs publics, pour terminer enfin sur la relation entre contrôle citoyen et mode de gouvernance en général. Donc regardons, on l'a dit largement, on l'a répété, les gouvernants et les gouvernés se rapprochent à l'issue d'un exercice de contrôle citoyen, mais regardons de plus près cette interlocution permanente avec les entités contrôlées. D'abord, on voit qu'il s'agit d'une relation évolutive, une relation qui dépend des contextes, qui dépend aussi de l'objet de contrôle, qui dépend de la localité, qui dépend des acteurs engagés. En tout cas, c'est une relation souvent éphémère. Parce que elle dure le temps de l'exercice et ensuite elle s'éteint. Si personne n'est là pour la réanimer, la relation s'éteint. Si les citoyens ne poursuivent pas leur effort sur le sujet donné ou éventuellement leur présence sur d'autres sujets au sein des institutions publiques, rapidement la relation se termine et le dialogue s'interrompt. C'est une relation aussi, et on l'a vu, qui est inégale et parfois peu équitable, puisque même si supposément les citoyens ont constitutionnellement un pouvoir de contrôle sur l'institution publique, la décision finale revient à l'institution publique. Et si l'institution publique décide de ne pas répondre aux demandes des citoyens, les citoyens, si, auront l'occasion de développer d'autres mécanismes, peut-être juridiques, mais la relation sera rapidement interrompue. Donc, il y a un jeu de pouvoir dans cet exercice de contrôle citoyen et les pouvoirs sont inégaux dans la mesure où les décisions publiques reviennent à l'institution publique. Mais de toute façon, la relation change, la relation évolue puisque de plus en plus les institutions publiques appellent les citoyens à travailler, à co-construire. Donc elle évolue et les résultats vont changer suivant le degré de confiance qui va s'établir entre les citoyens et les institutions publiques. Par exemple, on l'a vu dans le cas des députés, au départ, peu de députés avaient accepté de mettre en place cette vidéo avec ses idées de projet de loi, d'être publiquement diffusée sur le web. Et puis, au fur et à mesure, en voyant les autres, les parlementaires, de tous partis confondus d'ailleurs, puisque là, il n'y a pas de règles sur le plan des partis, puisqu'il peut y avoir des partis de gauche très investis dans les procès citoyens, mais aussi des partis de droite qui s'y mettent, et inversement. Ça dépend vraiment des contextes. En tout cas, on note une réticence première, mais une mise en confiance progressive. Alors évidemment, ce dialogue a des répercussions sur l'action publique en général, on l'a vu, mais aussi des répercussions sur les modes politiques, sur les perceptions mutuelles entre citoyens et gouvernants. On rompt avec la relation paternaliste du gouvernant sur le gouverné. On observe une collaboration, une complémentarité, la construction d'espaces communs et les acteurs publics qui bénéficient d'une expertise de la part des citoyens. Dans bien des cas qu'on a pu observer, les citoyens sont souvent bien plus formés que les fonctionnaires pour pouvoir mener à bien une politique publique, de par leur expérience, de par leur investissement, aussi parce que les fonctionnaires n'ont pas toujours les moyens de fonctionner. Mais je crois qu'il y a une vraie collaboration qui s'est mise en place. Et puis, et ça c'est peut-être aussi une limite, c'est qu'il y a des jeux d'influence, c'est que parfois des leaders communautaires vont aussi être instrumentalisés pour mener ce contrôle citoyen à des fins politiques. On doit le regretter. Dans d'autres cas, le leader communautaire va vraiment peser sur les institutions publiques. Donc ces jeux d'influence, ces jeux de pouvoir sont aussi réels dans les municipalités et il faut les prendre en compte. Alors, intéressons-nous maintenant à l'évolution des méthodes, parce que je vous l'ai dit plusieurs fois, le contrôle citoyen n'est pas un exercice unique, le contrôle citoyen n'est pas
réalisé de la même façon dans les différents pays. On l'a vu, il y a des différences entre la France, entre le Mexique, la Colombie. Mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que il y a une professionnalisation certaine de l'exercice du contrôle citoyen. Pourquoi ? Parce que les organisations paysannes ou les organisations de quartier n'ont pas forcément les moyens de pouvoir instaurer un contrôle de façon permanente. Et donc, ce sont souvent des ONG qui assument ce travail et ça devient des citoyens dont la profession est d'exercer une influence sur l'espace public. Donc, est-ce que c'est regrettable? Est-ce que c'est souhaitable? C'est une question. Je crois que l'important, c'est que le travail soit mené en collaboration entre ONG professionnalisées et organisations de quartier ou organisations de base, de façon à ce que les moyens et les compétences soient mis en commun. Mais il est vrai que on reste avec l'interrogation de savoir est-ce que ces organisations représentent réellement les intérêts de la communauté ou est-ce qu'elles représentent les intérêts de leur institution. Est-ce que les organisations citoyennes représentent réellement les citoyens? Ça, c'est la grande question. Et je pense que vous l'aurez vu avec d'autres intervenants finalement la représentation de la démocratie participative. Je crois que c'est un point fondamental. Il y a une dérive, je dirais plutôt une évolution vers la professionnalisation, mais aussi parce que les institutions publiques sont souvent dans l'incapacité de répondre aux aspirations des citoyens. Donc si on avait une institution publique légitime qui travaille en collaboration avec les organisations et les habitants, je crois qu'on aurait moins ce phénomène de professionnalisation citoyenne, comme on dit, ou de cette citoyenneté professionnalisée. Mais en tout cas, ça pose une question de fond, de savoir qui représente-t-elle. En tout cas, ce que je pense, c'est que sans aucun doute, ce sont des relais de groupes de citoyens, si elles ont avec un devoir de retour d'information sur les citoyens en général. Je crois que au-delà du travail même d'exercice de contrôle citoyen, je crois aussi qu'il faut anticiper et considérer que les citoyens du quartier ou les citoyens en général doivent être informés. Et c'est là où j'en arrive à un rôle crucial des médias de communication, puisque sans les médias de communication, ces exercices de contrôle citoyen ne peuvent pas être relayés suffisamment. En tout cas, surtout au niveau national, je crois que s'appuyer sur les médias de communication renforce la légitimité de ces actions et surtout leur efficacité. Et on considère, et beaucoup d'études le disent, que les médias de communication ont un rôle et une responsabilité essentielle dans ces mécanismes de relation entre citoyens et leurs gouvernants et peuvent aussi avoir un rôle multiplicateur des efforts de ces citoyens. Ils ont aussi une fonction de formation de l'opinion publique et c'est pourquoi on voit aussi une relation, alors certains la qualifient de symbiotique, mais s'instaurer entre beaucoup d'organisations qui mènent du contrôle citoyen et les médias de communication. Et parfois, on voit même des ONG avec des cadres spécialisés dans la communication pour peser et avoir davantage d'incidence dans leurs actions. Donc, il y a une vraie évolution vers les médias de communication et les citoyens qui désormais montent des plateformes communes et sont bien plus en relation. Alors, certains disent oui, les organisations thématiques doivent utiliser les médias traditionnels, mais il y a des médias qui préfèrent les buzz médiatiques au suivi continu de l'action parlementaire. Donc, ça dépend évidemment des circonstances, mais en tout cas, et notamment avec les nouvelles technologies, les médias de communication ont un rôle fondamental. Je termine donc sur les effets sur la responsabilisation. Je crois que les exercices citoyens et les exercices de participation amènent à une responsabilisation indéniable des différents secteurs, avec une réciprocité, une responsabilité citoyenne de prendre part à l'élaboration des politiques publiques, mais aussi une responsabilité des élus et des agents publics d'engager des politiques en adéquation avec les besoins de la population. Alors, on peut quand même ajouter une nuance, c'est que est-ce que le degré de responsabilité est le même chez une organisation citoyenne que sur une institution publique? Je crois que théoriquement non. La responsabilité de l'autorité publique serait supérieure à celle d'un groupe citoyen puisqu'elle a en charge la satisfaction de l'intérêt général et qu'elle dispose des ressources et des moyens pour le faire.
La responsabilité d'une organisation citoyenne, quant à elle, elle est restreinte au suivi, au contrôle d'un objet en particulier. Mais je crois que du coup, la notion de co-responsabilité entre acteurs publics et acteurs citoyens doit être nuancée. Il est possible de co-construire, il est possible de travailler ensemble à la gestion publique, mais tenant en compte aussi les degrés de responsabilité de chacun et les rôles et les fonctions précis de chacun. Donc pour terminer ce cours, le contrôle citoyen est indéniablement une innovation démocratique puisqu'il crée une relation entre gouvernants et gouvernés, puisqu'il impose un contrôle vertical, c'est-à-dire de bas vers le haut et non plus du haut vers le bas ou de façon horizontale, et que en cela l'Amérique latine est fournie d'expériences très innovantes et est un véritable laboratoire en matière de participation citoyenne.